président américain. Et la demande aussi de ces manifestants auprès de Donald Trump, c'est justement de pousser, de soutenir le prince en exil Reza Pahlavi pour qu'il devienne le nouveau leader iranien. Merci beaucoup Loïc Piala. Et Donald Trump à l'instant qui vient de déclarer que les États-Unis s'apprêtent à frapper l'Iran avec une force qui n'a jamais été vue auparavant. Voilà qui nous amène aux réactions internationales à présent à cette nouvelle guerre au Moyen-Orient. Ce qu'il faut retenir pour l'essentiel, c'est que si chaque chancellerie utilise des mots prudents, elles appellent globalement à la désescalade. Commentaire Alice Broga, James Vassina. Alors que des frappes aériennes secouent le Moyen-Orient, plusieurs pays occidentaux apportent leur soutien aux États-Unis. Le président Emmanuel Macron a déclaré que la France n'était pas impliquée, mais qu'elle serait prête à protéger ses partenaires si nécessaire. Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique, car nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien, de l'activité balistique, des déstabilisations régionales se régleront simplement par les frappes. Et évidemment aussi les droits légitimes du peuple iranien à se faire entendre, ce qu'il a exprimé ces derniers mois encore, en étant terriblement réprimé. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a quant à lui apporté son soutien, tout en précisant que le Royaume-Uni n'avait joué aucun rôle dans les attaques. Nos forces sont mobilisées et des avions britanniques survolent la région aujourd'hui, dans le cadre d'opérations défensives régionales coordonnées visant à protéger notre population, nos intérêts et nos alliés, comme la Grande-Bretagne l'a déjà fait, conformément au droit international. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le moment du changement est venu pour le peuple iranien. L'Ukraine a accusé à plusieurs reprises l'Iran de fournir des armes à la Russie, notamment des drones Shahed, pour faciliter son invasion. Il est juste de donner au peuple iranien une chance de se débarrasser du régime terroriste. Il est important que les États-Unis soient déterminés. Et chaque fois que l'Amérique est déterminée, les criminels internationaux sont affaiblis. Côté russe, le ton est radicalement différent. Le ministère des Affaires étrangères qualifie l'action des États-Unis et d'Israël de manœuvre visant uniquement à provoquer un changement de régime et non à régler la question du programme nucléaire iranien. L'ampleur et la nature des préparatifs militaires, politiques et de propagande qui ont précédé cette action inconsidérée, notamment le déploiement d'une importante force militaire américaine dans la région, ne laissent aucun doute. Il s'agissait d'un acte d'agression armée prémédité et non provoqué contre un État membre souverain et indépendant des Nations Unies. L'Iran a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l'attaque. L'édition spéciale continue sur France 24. C'est difficile d'imaginer l'ampleur de la dévastation de cette ville de 200 000 habitants. هذا الشعب يعاني من التغيرات المناخية 5 سنوات من الجفاف. About 30 kilometers away. Va a decidir quién será el presidente de los siguientes 5 años. لأنهم يخشون أن يكون مصيرهم France Info, et tout est plus clair. Retrouvez le canal 16 en direct sur l'application France Info. Bonjour à tous, soyez bienvenus sur France Info, il est pratiquement 6h30. Bon réveil. Notre édition spéciale se poursuit à bientôt 24 heures après les premières frappes israélo-américaines en Iran. Et c'est donc confirmé par Téhéran. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est donc mort. On va en parler bien sûr largement ce matin et dans un nouveau journal avec vous, Brigitte Boucher. Oui, on va revenir sur les frappes qui continuent de part et d'autre. Israël qui bombarde Téhéran et Téhéran qui réplique sur Israël et sur
sur les bases américaines au Moyen-Orient. Et puis plusieurs pays arabes visés par l'Iran hier, ce matin encore, les répliques se poursuivent. On va essayer de comprendre justement, Anthony, quelle est la stratégie de l'Iran. Oui, d'autant qu'en plus, si l'Iran avait voulu vraiment frapper les bases américaines, il n'aurait pas frappé notamment les aéroports civils, un hôtel à Dubaï ou même on n'aurait pas entendu des explosions à Riyad. Il y a donc derrière une vraie stratégie de l'Iran qui est de régionaliser le conflit. Et puis avec vous, Serge, on va essayer de comprendre quelle était l'implication de l'exécutif en France. Oui, ni prévenu ni impliqué dans l'opération israélo-américaine. C'était les premiers mots hier d'Emmanuel Macron à l'ouverture d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Et des frappes en Iran qui vont avoir des répercussions sur l'industrie pétrolière du pays. Oui, parce que même malgré les sanctions internationales, l'Iran continue d'exporter son pétrole essentiellement vers la Chine. Des frappes donc aux multiples conséquences. On va en parler bien sûr dans cette édition spéciale sur France Info. Soyez les bienvenus. On commence tout premier journal avec les titres. Le guide suprême Ali Khamenei est mort. Il a été tué hier dans les frappes américano-israéliennes. Le régime des mollahs perd son plus haut dignitaire. 40 jours de deuil et 7 jours fériés ont été décrétés. 3 hauts responsables, dont le président, doivent assurer la transition. Les frappes se sont poursuivies toute la nuit en Iran. Israël vise des sites militaires, des lanceurs de missiles balistiques et la défense antiaérienne de la République islamique. Téhéran réplique ce matin, des sirènes retentissent en Israël. La communauté iranienne a réagi par des cris de joie et de vives acclamations à la mort du guide suprême. Des scènes de liesse ont eu lieu à Téhéran et dans tout le pays. En France, la diaspora s'affiche en soutien du peuple iranien et veut croire à un renversement du régime. Voilà pour les titres, c'est donc l'information de la nuit, la mort confirmée du guide suprême iranien. Oui, c'est historique. Le régime des mollahs est décapité. Ali Khamenei a été tué ainsi que plusieurs dirigeants du pays, comme le chef des gardiens de la Révolution. Le guide suprême avait succédé à Khomeini à la tête de ce régime sanguinaire et répressif. Le président américain appelle maintenant le peuple à s'emparer du pouvoir. Julien Elion. En pleine nuit, la télévision iranienne fait une annonce qui pourrait bien changer l'histoire. La grande nation iranienne, le grand esprit du pays et le grand leader de la nation islamique, l'imam Ali Khamenei, ont rejoint le royaume suprême en buvant le nectar du martyr pendant le mois sacré du Ramadan. Le guide suprême est décédé dans une frappe israélo-américaine sur sa résidence en plein cœur de Téhéran. Sur ces images de la Maison-Blanche, on voit le président américain suivre le déroulement des opérations. Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort. L'information fait rapidement le tour du pays. Certains Iraniens exultent, comme ici. Je rêve, bonjour nouveau monde. Les gardiens de la Révolution ont également perdu leur chef dans une frappe israélo-américaine. Ils promettent une réponse sanglante et ont déjà frappé de nombreux pays voisins. La plus féroce offensive de l'histoire des forces armées va commencer. Après la mort d'Ali Khamenei, l'Iran a décrété 40 jours de deuil national et 7 jours fériés. 3 hauts responsables, dont le président, assureront la transition. Et on en sait plus ce matin sur les circonstances exactes de la mort de l'ayatollah. De toute évidence, Washington et Israël ont préparé l'attaque avec une extrême précision. Le récit de Siavosh Ghazi sur place. La télévision iranienne a confirmé la mort de l'ayatollah Khamenei à 5h du matin, heure locale, donc 2h30 heure française. Donc 40 jours de deuil national ont été annoncés et 7 jours fériés, donc à partir d'aujourd'hui, par le gouvernement. Les missiles qui sont passés là et qui sont allés vers la résidence du guide en traversant le Téhéran du nord au sud, donc ont été lancés par Israël. Les Israéliens savaient exactement que le guide suprême se trouvait dans sa résidence et était en réunion avec le chef des gardiens de la Révolution, le général Pakpour, et le chef du conseil de guerre, l'amiral Ali Shamkhani, qui ont été également tués dans les frappes. Hier soir, après l'annonce par le président Trump de la mort du guide suprême iranien, on a pu entendre des cris de joie donc lancés à partir des fenêtres dans certains quartiers de Téhéran, et aussi des scènes de joie, par exemple des gens qui dansaient dans la rue dans certaines villes de province aussi. Et puis ce matin, depuis 5 heures, des foules se réunissent dans le centre de Téhéran à la mémoire du guide suprême, donc en deuil et en colère. Il y a aussi d'autres foules dans la ville de Mashhad, mais aussi dans d'autres villes du pays, comme cela a été montré par la télévision iranienne.
Et Benjamin Netanyahou a déclaré que les frappes israéliennes se poursuivraient aussi longtemps que nécessaire. Le Premier ministre israélien promet que des milliers de cibles seront visées dans les prochains jours. Tsahal mêle le plus grand raid aérien de son histoire avec 200 avions de combat engagés. Et après la confirmation de la mort du guide suprême, de nouvelles détonations ont été entendues cette nuit à Téhéran. Oui, après la confirmation de la mort du guide, justement, de violentes explosions ont retenti en Iran. L'opération Fureur épique vise des sites civils, militaires et nucléaires, en particulier des lanceurs de missiles. Hilal El Aflahi. L'opération militaire Fury épique se poursuit. Sur ces images publiées par le commandement central américain, plusieurs missiles sont envoyés en direction de l'Iran. Les capacités de défense aérienne iranienne, les sites de lancement de missiles et de drones, tout comme des bases aériennes militaires, sont détruites. De son côté, Israël déclare que des dizaines d'avions de combat ont bombardé plus de 30 cibles dans l'ouest et le centre de l'Iran. L'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes visant les batteries de missiles balistiques et les systèmes de défense antiaérienne du régime terroriste iranien. En Iran, les autorités déplorent la mort de nombreux civils lors des bombardements israélo-américains. Les gardiens de la révolution promettent l'offensive la plus féroce de l'histoire contre Israël et les États-Unis. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur iranien dénonce un crime de guerre. Le nombre de victimes civiles continue à augmenter. Ce n'est pas seulement un acte d'agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Après la mort du guide suprême Ali Khamenei, 3 hauts responsables, dont le président Massoud Pezeshkian, assureront la transition en Iran. Israël a à nouveau visé ce matin par des frappes iraniennes. Oui, des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dans le centre d'Israël. Image en direct de Jérusalem. L'armée a fait état de tirs de missiles iraniens en direction du pays. Des opérations d'interception sont en cours. Et plusieurs sites militaires américains sont visés à Bahreïn, au Qatar et au Koweït. Ce matin, des détonations ont été entendues à Doha et Manama. Dubaï et la Jordanie ont aussi été visés hier. Seul Oman, qui jouait le rôle de négociateur dans les discussions entre Iraniens et Américains, est épargné. Alors dès hier matin, l'Iran a tiré des missiles et des drones sur Israël et les installations militaires américaines au Moyen-Orient qui ont donc été visées. Les États-Unis craignaient la menace de missiles balistiques longue portée en provenance de Téhéran, mais quelle est la réalité de l'arsenal militaire iranien? Élément de réponse avec Rémi Cazalis. Des frappes israéliennes et américaines dans les rues de Téhéran. Les deux pays ont annoncé avoir considérablement amoindri les systèmes antiaériens et le stock de missiles balistiques iraniens. Mais quelle est l'étendue réelle de cet arsenal? Certains experts s'accordent à dire que l'Iran posséderait des drones Shahed dotés d'ogives à usage unique, 1500 à 2000 missiles balistiques de moyenne portée, et notamment le Fatah 1, un missile hypersonique capable de frapper Israël et les bases américaines présentes dans la région. Cet arsenal reste insuffisant selon cet expert. L'Iran va garder une capacité de nuisance, en particulier des missiles, pour pouvoir tirer. Mais on le voit bien dès aujourd'hui, elle n'a pas de capacité suffisante pour obliger les Américains ou les Israéliens à reculer. Ils sont incapables, en réalité, de s'opposer à ces vagues de bombardements. Lors de la guerre des 12 jours, en juin dernier, Israël et les États-Unis avaient déjà ciblé le matériel militaire iranien, 70 radars de moyenne portée et 80 batteries de missiles sol-air avaient été détruits, selon l'État hébreu. Les conséquences maintenant de ces frappes américano-israéliennes, ces manifestations en Irak. Oui, des manifestants qui tentent de prendre ce matin d'assaut la zone hébergeant l'ambassade américaine à Bagdad. Leurs tentatives ont jusqu'à présent été mises en échec, mais ils continuent d'essayer de percer les lignes de forces de sécurité. Et en France, la communauté iranienne se réjouit de la mort du guide suprême. Elle vit ce moment comme une libération, espérant voir tomber le régime des mollahs. La diaspora s'affiche à distance en totale solidarité avec le peuple iranien. Elle pense l'avenir du pays entre espoir et inquiétude. Parole recueillie par Rémi Cazalis. Annonce de l'exécution de l'ayatollah Khamenei, les Iraniens exultent, crient leur joie depuis leurs appartements. Quelques heures avant l'annonce, dans les rues, certains dansaient. Aujourd'hui, ils dansent parce qu'ils se disent qu'il y aura un avenir et que grâce à l'intervention israélienne, on pourra vivre librement. La liberté est l'une des plus grandes richesses de l'humanité. Les Iraniens y ont droit également.
Hier aussi, en France, le peuple iranien s'est rassemblé et a manifesté sa joie, comme ici à Bordeaux, avec une volonté, celle de voir enfin le régime des mollahs tomber. Marjane, iranienne immigrée à Dijon, a vécu la révolution de 1979 en Iran. Elle estime cette intervention extérieure vitale, mais reste sceptique sur l'avenir. Les Américains ne font pas ça gratuitement. Pour l'instant, on est d'accord qu'il n'y a pas d'autre solution. Et d'autre part, on ne voulait pas que l'Iran soit un pays soumis aux souhaits des Américains. Tous espèrent la fin d'un régime dictatorial et plus de liberté pour le peuple iranien. Merci beaucoup Brigitte. On fait à nouveau le point complet dans un journal à partir de 7h dans notre édition spéciale qui se poursuit 6h40 sur France Info. Si vous nous rejoignez, Anthony, les Américains et les Israéliens ont fait donc savoir que cette campagne contre l'Iran pourrait durer une semaine. Quel est son objectif exactement? D'abord, elle est inédite dans son intensité. Elle n'a plus rien à voir avec juin 2025, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un an, où elle était à la fois très puissante, mais en fait, d'une certaine manière, les Israéliens essayaient et surtout commençaient une campagne qui donc se termine aujourd'hui. Le but de cette campagne, elle est triple. Quand je dis termine aujourd'hui, parce qu'un des objectifs de cette campagne-ci, celle que nous sommes en train de vivre, c'est finir le boulot. Commencé donc en juin dernier, et puis ensuite évidemment édenter militairement l'Iran, le régime iranien, et surtout l'affaiblir durablement. Le premier objectif est assez évident, hein. La guerre des 12 jours en juin n'avait littéralement rien réglé. Les services de renseignement états-uniens, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'avaient expliqué dans les jours qui avaient suivi les frappes états-uniennes et israéliennes. Un rapport avait été publié qui rassemblait tout ce qu'on pouvait savoir sur le programme nucléaire iranien notamment et qui contredisait totalement la Maison-Blanche. Non, disait ce rapport, les programmes nucléaires et balistiques iraniens n'avaient pas été entièrement détruits. Non, oui, il y avait encore beaucoup de choses à faire s'il fallait en finir avec ces deux programmes qui est si important pour Israël. Les Israéliens avaient même fait part à l'époque, en catimini, on fait fuiter, en tout cas, avaient fait part de leur frustration en expliquant à couvert qu'il faudrait bien y retourner à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est dit ces dernières heures quand ils expliquaient que cette opération, celle que nous sommes en train de vivre, avait mis plusieurs mois à être préparée entre les Américains et les Israéliens. Donc cette fois-ci, Anthony, les États-Unis et Israël veulent écraser sous les bombes la puissance militaire iranienne. Hein. Le fait que les deux alliés aient commencé la campagne de jour, il était 9h30, 10h, même un peu plus tôt, heure locale en Iran, montre à quel point l'Iran est totalement à nu, sans aucun système de défense antiaérien. Sinon, on fait ça de nuit, capable d'arrêter, donc aucun système de défense antiaérien capable d'arrêter des vagues d'avions de chasse, à la fois israéliens et, je le rappelle, américains. Par ailleurs, on sait combien l'Iran, si ses stocks de missiles, et ça a beaucoup impressionné les Israéliens, ont été renouvelés, reconstitués assez rapidement, eh bien, l'Iran manque de lanceurs pour les tirer. Hier, des dizaines de tirs ont réduit à peu de choses ce qui restait de ses capacités. Il est probable qu'une des premières objectifs de l'armée israélienne comme américaine était d'en finir avec ce qui restait des lanceurs de missiles, iraniens. Les tirs de missiles et de drones iraniens ont certes été impressionnants. On va encore en parler toute la semaine. Et surtout rapides, puisque l'Iran a eu le temps de se préparer, mais n'ont pour le moment ni atteint l'intensité ni la puissance de ceux de juin dernier. Donc l'idée est bien d'affaiblir le régime au travers de sa branche armée, les gardiens de la Révolution. Tout faire pour annihiler leur capacité de rétorsion, de projection et de répression. Rétorsion, projection, répression. Les Pasdaran, ou les gardiens de la Révolution, sont une armée idéologique parallèle. Il y a donc deux armées en Iran, l'armée légitime et puis l'armée des Pasdaran, et choyés par le régime. Ils sont riches, vous l'avez dit, Guillemette, ils sont riches et puissants. Comme une vraie armée, ils possèdent une marine, une branche terrestre, une branche aérienne. Les missiles, c'est eux. Les renseignements du régime, c'est toujours eux. Les troupes de prestige, les commandos, c'est encore eux. Et pour s'assurer qu'ils sont bien financés et surtout bien équipés, ils contrôlent environ le tiers de l'économie iranienne. En fait, l'Iran, c'est un régime militaro-policier enveloppé dans une théocratie. Alors, c'est aussi à eux que le régime a confié la répression des manifestations de janvier. Oui, il les a entièrement compromis, il les a baignés dans le sang des victimes de la répression de janvier dernier. C'était le but à eux et à l'ensemble de l'appareil sécuritaire iranien, à savoir les 200 à 300 000 gardiens de la Révolution,
1, aux miliciens Bassidji 2 et à la police du régime qu'on oublie tout le temps 3. En tout, 1,5 million d'hommes armés. Le régime a bien pris soin, je vous le disais, de les compromettre, notamment en les baignant dans le sang des 30 000 tués de la répression du 8 et 9 janvier dernier. Ils ont donc tout à perdre à la chute du régime. Voilà pourquoi ils sont particulièrement visés. Casernes, dépôts d'armes, dépôts de munitions, stocks de missiles et surtout tirs ciblés sur les chefs de ces services de sécurité, quelle que soit leur dénomination, afin de tout désorganiser et de permettre éventuellement à la population de se répandre dans les rues et sans trop risquer d'être abattu. Merci beaucoup, Anthony. Et donc, à cette nouvelle guerre qui a commencé il y a 24 heures maintenant, ces premières frappes israélo-américaines en Iran. Serge, quelle a été l'implication de l'exécutif en France depuis le début de cette nouvelle guerre? Jamel, on a eu une partie de la réponse hier à l'occasion, vous allez le voir à l'image, d'un conseil de défense et de sécurité nationale convoqué à 18 heures autour du chef de l'État, ni prévenu, ni impliqués dans l'opération israélo-américaine. Ce seront les premiers mots d'Emmanuel Macron à l'ouverture de ce conseil, complété par un appel au règlement diplomatique. Alors, mission de ce type de réunion, et il y en a eu d'autres, et déjà pendant la guerre des 12 jours en juin 2025, c'est d'assurer la sécurité des ressortissants dans toute cette région, celle de nos emprises militaires, et elles sont nombreuses, et faire un point diplomatique, bien évidemment. Le président qui, plus tôt dans la journée, s'était exprimé... Oui, c'était hier avant 13h avec un post sur le réseau social X. J'en ai extrait quelques phrases que voici, à commencer par le début de cette déclaration. Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale. Vous voyez, Jamel, pas de distinction d'agresseurs. Puis le président prolonge, il encourage le régime iranien à négocier de bonne foi pour en finir avec son programme nucléaire et balistique et ses actions de déstabilisation régionale. L'escalade en cours est dangereuse pour tous. Elle doit cesser, écrit le président, avant d'envisager l'avenir des Iraniens. Je cite encore, le peuple iranien doit aussi pouvoir construire son avenir librement. Les massacres perpétrés par le régime islamique le disqualifient et nécessitent que la parole soit rendue au peuple. Le plus tôt sera le mieux. Alors un message assorti de précision de l'entourage élyséen nous indiquant les contacts qu'a pu avoir Emmanuel Macron avec les dirigeants d'Irak, du Koweït, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de la Jordanie et le président de la région autonome du Kurdistan. Bien évidemment, chacun séparément. Puis enfin, demandé par la France, s'est déroulée une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies hier soir à 22h, heure française, où chacun, Jamel, sans surprise, est resté sur ses positions et les demandes de désescalade sont trop d'écho. La communication présidentielle a été doublée d'une déclaration conjointe avec l'Allemagne et avec le Royaume-Uni. Oui, si les pays européens ne parlent pas encore tous d'une seule voix, le 3, comme on dit, regroupement informel de l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, a communiqué hier en condamnant d'abord fermement les attaques iraniennes contre les pays de la région, en précisant « Nous n'avons pas participé à ces frappes et sommes en contact étroit avec nos partenaires internationaux, y compris les États-Unis, Israël et les partenaires de la région. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la stabilité régionale et de la protection des vies civiles. » Et puis, aspect franco-français, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé hier soir une mise en vigilance des forces de sécurité intérieure pour détecter, je cite, toute action susceptible de troubler l'ordre public sur le territoire. Il évoque entre autres les manifestations qui pourraient se tenir dans les jours qui viennent en lien avec les tensions au Moyen-Orient. Merci beaucoup Serge. Et nous sommes en direct avec notre invité Didier Idjadi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes sociologue universitaire, réfugié politique iranien, auteur de Iran, islamisme, laïcité, histoire d'un affrontement aux éditions Eliade. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. D'abord, une première réaction à cette mort confirmée de l'ayatollah, confirmée depuis hier soir. Et concernant les réfugiés, ça a été coupé légèrement. Une réaction, pardonnez-moi, Didier Idjadi, ce matin, après la confirmation de la mort du guide suprême. Oui. Mais écoutez, si vous voulez, pour une grande partie de la population iranienne, ainsi que pour moi, si vous voulez, ça a été un grand soulagement. C'est parce qu'en fait, Khamenei était le symbole d'un pouvoir totalitaire et qui a donné des ordres pour beaucoup d'Iraniens. Et donc, et c'est pour cela, effectivement, immédiatement après sa mort, hier soir, après l'annonce concernant sa mort, dans beaucoup de villes en Iran, il y avait des scènes de joie.
et de la part donc de la population iranienne. Et que par conséquent, ce qui est effectivement important, c'est de savoir qu'effectivement encore le régime, il est encore debout. La répression, c'est encore, disons, dans la politique de ce régime-là. Mais néanmoins, Khamenei, avec, disons, sa disparition, c'est un grand soulagement. Mais encore, le régime, il n'est pas encore anéanti, le régime, il est toujours là. Et donc, pour les Iraniens, il faut se battre pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le renversement de ce régime-là. Alors, Didier Jadi, l'Iran qui a annoncé 40 jours de deuil, 7 jours fériés, donc après l'annonce de la mort du guide suprême, se pose évidemment la question de la succession. Et on apprend il y a un petit peu moins de 3 minutes maintenant, selon le chef de la sécurité en Iran, que le processus de transition va commencer aujourd'hui. Mais écoutez, le processus, si vous voulez, selon la constitution, disons, de la République islamique, il y a une assemblée des experts. Cette assemblée des experts qui est composée de 88, disons, membres, en principe doit se réunir pour désigner la personne qui doit succéder effectivement à Khamenei là. Mais bon, je ne sais pas si effectivement dans un contexte là où il y a les guerres, enfin là où il y a des bombardements possibles, est-ce que cette assemblée peut se réunir ou pas? Ça m'étonne. Anthony, justement, il s'agit d'assurer la continuité du pouvoir, c'est-à-dire qu'aussitôt décapité, aussitôt remplacé à le suprême. Oui, alors effectivement, c'est une procédure compliquée parce qu'en fait, vous avez en Iran deux légitimités, une légitimité civile, c'est-à-dire vous avez un président, une assemblée et même une cour constitutionnelle, et puis vous avez en parallèle, systématiquement, pour la double nez, une légitimité religieuse, et en l'occurrence, l'Assemblée des experts auquel faisait allusion notre invité a été bombardée hier. C'est-à-dire, en fait, cette assemblée, en même temps que la résidence dans laquelle Ali Khamenei a été tué, qui ne se trouvait pas très loin, le lieu même de rassemblement de ces 88 experts, qui sont des oulémas, qui sont des clergés, des pontes du chiisme, des ayatollahs ou pas forcément des ayatollahs, parce qu'il y en a finalement très peu, mais en tout cas des pontes du régime qui doivent se réunir là et qui doivent désigner le successeur. Le lieu de leur réunion a été bombardé hier, et il est probable que ces vieux messieurs, parce qu'il s'agit de ça en fait, auront du mal à se réunir tous ensemble dans un endroit sans être immédiatement repérés par les services de renseignement israéliens ou américains et être immédiatement bombardés. Donc on voit bien, et effectivement notre invité a raison, comment cette légitimité religieuse aura beaucoup de mal à mettre en place, y compris cette succession, même si aujourd'hui il y a peut-être d'autres moyens de se réunir que de se revoir, même quand on est vieux, ensemble dans une même assemblée. Le chef du Parlement iranien qui a affirmé très tôt ce matin que l'Iran s'était préparé à tous les scénarios, y compris la mort de Khamenei. C'est-à-dire que Didier Jadi, il s'agit clairement pour les autorités de maintenir le régime, contrairement à ce que souhaitent évidemment les Américains et les Israéliens. C'est certainement, c'est parce que en fait, pour le régime, ce qui est important, c'est de garder effectivement le système, soi-disant comme un système habituel, normal, si vous voulez, mais néanmoins, malgré l'impossibilité de pouvoir se réunir. Et il y avait également si vous voulez, quelques éléments comme quoi Khamenei avait désigné également Larijani, mais Larijani fait partie également des personnes tuées, et donc n'en parle pas de son fils Mojtaba non plus, parce qu'on ne sait pas où il est mort et où il est vivant encore là. Donc effectivement, cela est devenu complètement impossible de désigner, sauf s'ils font effectivement, si vous voulez, ils vont mentir, ils vont un peu dissimuler les choses pour annoncer une personne comme responsable dans son absence ou après sa disparition, mais véritablement, ce qui est prévu par la Constitution ne peut pas.
Et il y avait juste un autre élément. Au cas où il est impossible d'envisager un pouvoir individuel, d'envisager un conseil collégial également là. Mais néanmoins, que ce soit individuel, que ce soit le conseil, disons, de groupe, eh bien, les domestiques assemblées des experts et que actuellement c'est impossible de l'organiser. Merci beaucoup, merci Didier Ijadi. Guillemette, ces frappes sur l'Iran qui vont avoir des répercussions sur l'économie et sur l'industrie pétrolière du pays. Quel est le poids de celle-ci? Alors l'Iran fait partie des 10 plus importants pays producteurs au monde. En janvier 2026, il a produit 3,4 millions de barils de pétrole brut par jour selon l'Agence internationale de l'énergie, soit 3% de l'offre mondiale. Une production qui a chuté par rapport aux années 70 avant la révolution islamique et les sanctions américaines qui ont découlé. À l'époque, Téhéran en produisait 2 fois plus. Alors le pays est certes sous le coup de sanctions internationales, mais son pétrole continue d'être exporté. Aujourd'hui, Téhéran exporte environ 1,4 million de barils par jour, une production achetée entre 80 et 95% par la Chine. Et son atout sur le long terme, c'est que le pays disposerait de réserves très importantes, les 3e réserves mondiales de brut. Et l'autre avantage du pétrole iranien, c'est qu'il est facile à extraire et ce, bien moins cher à extraire que le pétrole, par exemple, américain. Par ailleurs, le pays contrôle le très stratégique détroit d'Ormuz, Guillemette. Oui, alors c'est un détroit qui borde les rives de l'Iran et le golfe d'Oman. Et surtout, c'est le passage maritime le plus stratégique au monde, car seuls l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis possèdent des oléoducs qui permettent une alternative. Alors, résultat, ce passage est vital pour l'approvisionnement mondial. En 2024, 1/5 des barils de pétrole mondiaux y transitaient par jour, selon l'AIEI, mais il est très étroit, 50 km de large, très peu profond, et les Iraniens le bloquent depuis hier. Alors, on va avoir une carte, vous allez le voir, la carte du trafic après l'annonce, avec les bateaux bloqués à l'entrée. L'objectif pour les Iraniens, c'est donc de faire pression sur les États-Unis, car une baisse de l'approvisionnement conduirait à une montée des prix de très mauvais augure pour Donald Trump, dont les élections de mi-mandat sont en novembre prochain. Au-delà du blocage du détroit d'Ormuz, quelles conséquences les frappes peuvent-elles avoir sur le cours du pétrole? Alors dès vendredi, alors que des signes avant-coureurs de frappes sur l'Iran apparaissaient, eh bien les cours du pétrole sont remontés, atteignant $73 pour le baril de Brent, ce qui n'était pas arrivé depuis le déclenchement de la guerre des 12 jours, le 13 juin dernier. Par ailleurs, demain lundi, les prix devraient continuer à grimper, peut-être jusqu'à $80. Et en cas d'embrasement régional, ou si le détroit d'Ormuz est bloqué plus durablement, eh bien le baril de Brent pourrait dépasser les $100, soit le même niveau qu'au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. Merci beaucoup, Guillemette. Donald Trump menace à l'instant l'Iran d'une riposte militaire sans précédent, je cite, en cas de représailles. On continue d'en parler dans notre édition spéciale sur France Info. Restez avec nous, on se retrouve juste après la météo. La météo, avec les solutions bucco-dentaires Rickless, pour une bouche fraîche et saine. Rickless. Profitez de bons moments en intérieur et en extérieur. La météo avec Akena. Akena, véranda, extension, pergola, abri voiture. Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours beaucoup de grisailles, notamment sur la moitié nord, avec des brumes et brouillards, ainsi que des nuages bas et même une petite perturbation pluvieuse sur les côtes de la Manche. Cette grisaille descend jusque sur le sud-ouest. En Provence et en Corse, quelques averses vont même se développer au fur et à mesure de la journée. Dans l'après-midi, les éclaircies gagnent du terrain sur l'Aquitaine, mais les précipitations du nord-ouest persistent, avec un petit vent assez sensible. Les températures de ce matin sont pour une fois dans les normales de saison, avec même quelques gelées comme à Nevers, -1 degré. Il fait à l'inverse 11 pour le maximum à Perpignan ou à Nice. Et dans l'après-midi, c'est très doux pour un 1er mars, avec pas moins de 14 degrés à Paris, 19 à Biarritz. Nous sommes jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Demain, les précipitations se fixent sur la moitié sud, avec un vent jusqu'à 80 km/h. Et toute la semaine à venir, ce sera plutôt la moitié nord qui connaîtra le soleil. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée sur France Info. C'était la météo
avec les solutions bucco-dentaires Rickless pour une bouche fraîche et saine. Rickless. Profitez de bons moments en intérieur et en extérieur. La météo avec Akena. Akena, véranda, extension, pergola, abri voiture. Pratiquement 7 heures sur France Info. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Notre édition spéciale se poursuit largement consacrée à la situation extrêmement tendue au Moyen-Orient. Et cette info confirmait l'information de la nuit. Le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort, confirmé par Téhéran hier soir. On va en parler avec vous dans le journal, Brigitte Boucher. Et oui, le guide suprême Ali Khamenei est mort. Il a été tué hier dans les frappes américano-israéliennes. Le régime des mollahs perd son plus haut dignitaire. 40 jours de deuil et 7 jours fériés ont été décrétés. 3 hauts responsables, dont le président, doivent assurer la transition dont le processus est lancé dès aujourd'hui. L'escalade militaire entre l'Iran et Israël. Trump menace l'Iran d'une riposte sans précédent en cas de représailles. Les bombardements qui ont lieu cette nuit se poursuivent ce matin. Israël vise les lanceurs de missiles et la défense antiaérienne de la République islamique. L'Iran bombarde Israël, le Qatar et Bahreïn. L'Iran riposte aux frappes israélo-américaines. Des détonations ont été entendues en Israël, au Qatar, au Bahreïn. Téhéran cible là-bas les installations militaires américaines du Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution promettent l'offensive la plus féroce de l'histoire d'Iran contre Israël et les États-Unis. Voilà pour les titres. Notre édition spéciale se poursuit ce matin sur France Info et la crainte d'un embrasement dans la région. C'est historique. Le régime des mollahs est donc décapité. Ali Khamenei a été tué ainsi que plusieurs dirigeants du pays comme le chef des gardiens de la révolution. Le guide suprême avait succédé à Khomeini à la tête de ce régime sanguinaire et répressif. Le président américain appelle maintenant le peuple à s'emparer du pouvoir. Julien Elion. En pleine nuit, la télévision iranienne fait une annonce qui pourrait bien changer l'histoire. La grande nation iranienne, le grand esprit du pays et le grand leader de la nation islamique, l'imam Ali Khamenei, ont rejoint le royaume suprême en buvant le nectar du martyr pendant le mois sacré du Ramadan. Le guide suprême est décédé dans une frappe israélo-américaine sur sa résidence en plein cœur de Téhéran. Sur ces images de la Maison-Blanche, on voit le président américain suivre le déroulement des opérations. Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort. L'information fait rapidement le tour du pays. Certains Iraniens exultent, comme ici. Je rêve, bonjour nouveau monde. Les gardiens de la révolution ont également perdu leur chef dans une frappe israélo-américaine. Ils promettent une réponse sanglante et ont déjà frappé de nombreux pays voisins. La plus féroce offensive de l'histoire des forces armées va commencer. Après la mort d'Ali Khamenei, l'Iran a décrété 40 jours de deuil national et 7 jours fériés. 3 hauts responsables, dont le président, assureront la transition. Des frappes israélo-américaines hier en Iran qui ont donc mis un terme à 37 années de règne du guide suprême iranien. Donald Trump l'a confirmé hier soir aux alentours de 23h. Ali Khamenei a succombé aux frappes américaines et Israël qui ont visé en priorité sa résidence. Âgé de 86 ans, ce théocrate ultra-religieux qui a réprimé son peuple et tué toute velléité de modernisation, dirigeait le pays depuis 89. Les autorités ont annoncé 40 jours de deuil et 7 jours fériés. Kylian Chapu. Il était le visage du régime iranien. L'ayatollah Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, dirigeait l'Iran d'une main de fer depuis 36 ans. 3 décennies pendant lesquelles il a clairement défini les ennemis de son pays. Les États-Unis, la Grande-Bretagne maléfique et le sinistre et cancéreux régime sioniste sont les principaux ennemis de l'Iran. Ali Hosseini Khamenei, né en 1939 dans la 3e plus grande ville d'Iran. Sa carrière politique commence en 1979, au moment de la révolution islamique. Il devient 3 ans plus tard président de la République islamique, une fonction au pouvoir quasi inexistant. Ali Khamenei est très proche du premier guide suprême iranien, l'ayatollah Khomeini. À sa mort en 1989, Khamenei lui succède. À la tête du pays, il incarne une ligne dure, ordonne la torture et l'exécution d'opposants. Au fil des années, Khamenei met son veto à toute tentative d'ouverture de la société iranienne. Dans ses prêches, il défend une vision discriminatoire des femmes.
L'homme est fait pour entrer sur les terrains économiques et financiers. Mais la femme doit accoucher, allaiter, elle a un physique fragile, ne peut entrer dans tous les domaines. En septembre 2022, le pouvoir iranien vacille après la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour avoir mal porté son voile. Quelques jours plus tard, elle meurt à l'hôpital. Partout dans le pays, des manifestations éclatent. Ali Khamenei, lui, organise une répression sanglante qui provoque la mort de plusieurs centaines de manifestants. En décembre dernier, le peuple iranien se mobilise à nouveau dans les rues. Selon plusieurs ONG, des milliers de contestataires ont été exécutés par le régime. Tout au long de son exercice du pouvoir, Ali Khamenei a incarné l'obscurantisme d'un régime connu pour sa brutalité. Sa mort à l'âge de 86 ans laisse désormais l'Iran sans guide suprême. Voilà, et après l'annonce et la confirmation de la mort du guide iranien, de nouvelles détonations ont été entendues cette nuit à Téhéran. De violentes explosions ont retenti en Iran. L'opération Fureur épique vise des sites civils, militaires et nucléaires, en particulier des lanceurs de missiles. Hilal El Aflahi. L'opération militaire Furie épique se poursuit. Sur ces images publiées par le commandement central américain, plusieurs missiles sont envoyés en direction de l'Iran. Les capacités de défense aérienne iranienne, les sites de lancement de missiles et de drones, tout comme des bases aériennes militaires, sont détruites. De son côté, Israël déclare que des dizaines d'avions de combat ont bombardé plus de 30 cibles dans l'ouest et le centre de l'Iran. L'armée israélienne a lancé une nouvelle vague de frappes visant les batteries de missiles balistiques et les systèmes de défense antiaérienne du régime terroriste iranien. En Iran, les autorités déplorent la mort de nombreux civils lors des bombardements israélo-américains. Les gardiens de la révolution promettent l'offensive la plus féroce de l'histoire contre Israël et les États-Unis. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur iranien dénonce un crime de guerre. Le nombre de victimes civiles continue à augmenter. Ce n'est pas seulement un acte d'agression, c'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Après la mort du guide suprême Ali Khamenei, 3 hauts responsables, dont le président Massoud Pezeshkian, assureront la transition en Iran. Donald Trump qui s'est félicité d'avoir neutralisé, je cite, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire. Le président américain qui par ailleurs menace Téhéran d'une riposte militaire sans précédent en cas de représailles. Léana Bonas, vous êtes en direct avec nous depuis Washington. Pourtant, Donald Trump ne ferme pas la porte à la voie diplomatique. Oui, comme souvent, on constate que son discours est assez changeant entre le post que vous venez de citer qu'il vient de publier sur son compte Truth, à savoir si l'Iran frappe très fort, nous frapperons avec une force sans précédent, et quelques heures auparavant, une interview qu'il a accordée aux médias CBS dans laquelle il affirme qu'une solution diplomatique serait beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 24 heures, maintenant que l'ayatollah Khamenei a été tué. Quand on lui demande d'ailleurs qui pourrait lui succéder, Donald Trump répond qu'il a de très bons candidats en tête, sans nous donner aucun nom. Donald Trump qui refuse pour l'instant toujours d'employer le mot de guerre, même quand on lui pose la question, mais qui affirme que ces bombardements pourraient continuer tout au long de la semaine de façon ininterrompue, aussi longtemps que nécessaire, précise-t-il. Léana, comment les Américains ont-ils vécu cette intervention ? En fait, il faut se dire que Donald Trump a un enjeu politique très fort avec ses frappes, à savoir perdre potentiellement le soutien de l'opinion publique américaine en s'enlisant dans un conflit armé qui pourrait, de son propre aveu, potentiellement coûter la vie à certains soldats américains. Alors, à ce propos, hier, le Pentagone a affirmé qu'il n'y avait pour l'instant pas de perte humaine côté américain, que les dégâts matériels étaient assez minimes. Mais depuis hier, on voit qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent pour s'opposer à cette opération. Le New York Times, par exemple, vient de publier un article intitulé « Les attaques de Trump contre l'Iran sont dangereuses ». Et même côté républicain, donc même au sein du propre camp de Donald Trump, ça gronde. Par exemple, le député Thomas Massie, hier, a déclaré « Je suis contre cette guerre, ça n'est pas America First, ça n'est pas l'Amérique d'abord ». Il reprend là l'un des slogans pour lesquels Donald Trump a été élu, slogan à travers lequel de moins en moins d'Américains semblent se retrouver. Merci beaucoup Léana Bonas en direct de Washington pour France Info. Et un conseil de défense est tenu hier à l'Elysée, présidé par Emmanuel Macron. Le président juge cette escalade dangereuse pour tous et appelle l'Iran à négocier. Il a tenu à préciser que la France n'a été ni prévenue ni impliquée dans ces frappes. Dario Borgogno, on vous retrouve. Vous êtes devant l'Elysée. Pour le chef de l'État, la diplomatie doit reprendre ses droits.
Effectivement, hier soir, le chef de l'État a réuni pendant 1h20 un conseil de défense et de sécurité. L'occasion pour lui de réagir à ces frappes en affirmant que la France n'a été ni prévenue ni impliquée dans cette intervention comme l'ensemble de la région et de ses alliés. Il a rappelé que la priorité absolue de la France est ses ressortissants et ses emprises militaires dans la région, appelant les 80 000 Français résidant dans le Golfe, la région du Golfe, à bien suivre les consignes de sécurité des ambassades. Emmanuel Macron s'est aussi entretenu avec la plupart des dirigeants des pays qui ont été touchés par ces frappes pour leur assurer qu'il était à leur côté. La France se tient prête à déployer les moyens nécessaires à la protection de ses plus proches partenaires selon leurs sollicitations, dit-il. Mais